Dans l'élan des premiers instants, chaque rencontre est une promesse. On projette ses espoirs, ses rêves. On espère combler un manque. On idéalise la relation avant même d'y entrer. Les papillons dans le ventre, la sensation que le monde s'arrête quand l'autre est là. Cette fois, c'est différent. Je n'ai jamais ressenti ça. C'est unique, c'est intense, je le sens. C'est le grand amour, le vrai, celui dont j'ai toujours rêvé. À chaque fois, on se dit cette fois c'est la bonne. Chaque début est une possible renaissance. On imagine ce que le ou la nouvelle élue de notre cœur pourrait être pour nous, ce qu'il pourrait combler dans notre vie, la place qu'il pourrait occuper dans ce vide qu'on porte en nous depuis si longtemps. Eh oui, on est tellement pris dans cette projection d'un futur idéal que l'autre devient juste un figurant qu'on habille du costume de nos attentes. Un figurant pris pour le héros dans notre propre mise en scène romantique. Aujourd'hui, dans les élans du cœur, nous parlerons de ces histoires que l'on se raconte seul, de cette façon particulière de se rendre otage, otage de l'amour, otage de ce qu'on a voulu croire, au point de ne plus voir ce qui est, de cette fièvre douce qui nous fait confondre l'amour et l'idée qu'on s'en fait, et de ce qui se joue vraiment quand l'autre s'estampe derrière ce qu'il ou elle devrait être pour nous. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on ne parle pas de l'amour qu'on vit, mais de celui qu'on imagine. Pas de l'autre, mais du rôle qu'on lui fait jouer. Pas de la rencontre, mais du mirage. Je suis Fatem Zahra Alami, une âme à l'écoute des blessures qui n'osent pas dire leur nom, semeuse d'éveil dans les terrains meurtris des amoureux de l'amour. Alors, comment l'idéalisation opère-t-elle dans le quotidien? Comment l'image que l'on se fait de l'autre remplace-t-elle peu à peu la réalité? Qu'est-ce qui nous rend si vulnérables à ce piège? Et surtout, comment ne plus y succomber? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'idéalisation naît dès le début d'une relation. Chacun montre sa meilleure part, celle que l'autre espère découvrir. L'esprit commence à projeter des qualités que l'on admire, des intentions positives, des scénarios d'avenir comme imaginés dans nos rêves. Peu à peu, une image intérieure se construit. L'idéalisation transforme la relation en promesse, et cette promesse devient parfois plus forte que la relation elle-même. Mais que se passe-t-il lorsque cette image rencontre la réalité? C'est là que le piège se referme. Avec le temps, la relation révèle ses zones d'ombre. Des comportements apparaissent qui ne correspondent pas à l'image construite, au scénario écrit. L'esprit cherche souvent à protéger l'idéal plutôt qu'à ajuster sa perception. On commence alors à minimiser certains comportements, expliquer ou excuser ce qui nous blesse, s'accrocher aux souvenirs positifs du début, croire que l'autre deviendra celui ou celle que l'on avait imaginé. La relation continue, mais elle repose sur l'image intérieure plutôt que sur la personne réelle. Et c'est ainsi que l'on devient otage de l'amour. Non pas parce que l'autre nous retient, mais parce que nous nous accrochons à ce que nous préférons croire. Le piège se referme quand l'attachement dépend de l'idéal, non de la réalité. Quitter la relation ne signifie plus seulement perdre l'autre. Cela signifie renoncer à l'idéal qu'on s'était construit. Et parfois, cet idéal est si précieux qu'on préfère rester attaché à la promesse, même quand la réalité raconte une autre histoire. Mais comment reconnaître ce piège avant qu'il ne devienne souffrant?
Quand on porte en soi un vide, une faille ancienne, une blessure d'enfance, un manque d'estime, l'amour devient une mission. Il doit nous réparer, nous valider, nous donner de la valeur. Ce besoin est profond, il est légitime. Personne n'a tort de vouloir être aimé. Mais le problème, c'est ce qu'on fait de ce besoin. Quand on confie à l'autre le soin de combler notre vide, on lui donne les clés de notre équilibre. On devient dépendant de son regard, de sa présence, de sa réaction. Plus on a besoin de l'autre pour exister, moins on est libre de choisir la personne qui nous convient vraiment. Car celle qui nous convient, ce n'est pas forcément celle qui répond sur le moment à notre faim. C'est celle devant qui on peut rester soi et en paix. Voyons maintenant les vulnérabilités que chacun peut porter et qui constituent le terrain de l'idéalisation. Un besoin intense de compléter un manque, un vide affectif, une blessure ancienne, un sentiment d'insuffisance, la peur de la solitude. On confond souvent présence et sécurité. L'autre devient un remède au vide intérieur. Une tendance à projeter ses désirs. L'imagination et l'espoir se nourrissent de ce que l'on souhaite voir plutôt que de ce qui est réel. La croyance que l'amour doit sauver. On espère que l'autre comblera nos manques ou réparera nos blessures. Ces causes sont humaines, universelles. Elles partent d'un besoin légitime d'aimer et d'être aimé. Mais elles créent le terreau sur lequel l'idéalisation peut s'enraciner et transformer une rencontre en captivité intérieure. Alors, on entre dans des histoires qui ne nous correspondent pas, des histoires avec des personnes dont on ne partage ni les valeurs, ni la vision de la vie, ni les priorités de la vie. Mais on ne le voit pas, parce que notre regard est ailleurs. Notre priorité n'est plus de savoir qui est vraiment cette personne, ni ce qu'elle peut réellement nous offrir. Notre priorité, c'est de ne plus avoir faim. C'est d'occuper cette place vide dans nos cœurs, peu importe qui l'occupe, pourvu que quelqu'un l'occupe, pourvu qu'il nous donne l'illusion un instant qu'on aime et qu'on est aimé. Alors, on ne prend pas le temps de connaître l'autre en profondeur. On ferme les yeux sur les signaux faibles. On ne cherche pas à connaître la personne de peur d'y trouver ce qui contredit notre belle idylle. On est dans l'urgence des sensations d'amour, parce qu'on est déjà amoureux, pas de la personne, mais de l'amour lui-même. Et on confond intensité et compatibilité. On prend le désir pour une évidence. On croit que l'urgence qu'on ressent est la preuve que c'est lui, que c'est elle. Ce n'est pas toujours l'autre qui nous trompe, c'est notre propre faim qui nous fait voir un festin là où il n'y a qu'une miette. Au début, on a tant espéré, on a tant projeté. L'autre semblait répondre à cette soif profonde qu'on porte en soi. Puis, doucement, quelque chose se fissure. La relation ne comble pas, elle aspire. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif. Plus on en boit, plus la soif devient intense, plus on se sent vide, plus on a besoin davantage. On ne comprend pas ce qui arrive. On croit avoir trouvé l'amour et on se retrouve plus assoiffé qu'avant la relation. Ce qui s'est joué dès le commencement. On n'a pas vraiment choisi cette personne. On a choisi ce qu'elle représentait, une promesse de comblement. On ne l'a pas vraiment rencontrée. On a rencontré l'occasion de ne plus être seul avec son vide. On n'a pas pris le temps de la connaître en profondeur, ses valeurs, son caractère, ses priorités dans la vie, ses zones d'inconfort.
Parce que ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était d'occuper la place vide, peu importe par qui, pourvu qu'il comble ce vide et réconforte notre illusion. Alors, dans la relation, quelque chose s'installe silencieusement. Le doute sur notre propre valeur. Si je souffre autant, si je ne suis pas comblée, c'est peut-être que je ne mérite pas mieux. La confusion intérieure. Était-ce trop demandé? Est-ce moi qui attends trop de l'amour? L'habitude des miettes. On finit par se contenter de ce qu'on reçoit parce que l'alternative, le vide, la solitude, semble pire encore. L'idée insidieuse, l'amour véritable, est peut-être forcément douloureux. Peut-être que souffrir, c'est aimer. Parce qu'on a tellement entendu, parfois, depuis l'enfance, qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut souffrir pour être belle. Alors en amour, ça doit être pareil, non? Personne n'est parfait. Chaque chose a un prix. Jusqu'à ce que la relation nous désaltère de notre propre valeur, gorgée après gorgée, jusqu'à ce qu'on accepte de vivre de miettes pour ne pas mourir de soif. Mais tout a bien commencé le jour où on a voulu qu'une présence, n'importe laquelle, vienne occuper ce fameux vide, comme une assurance tout risque contre la solitude et l'abandon. Alors, comment faire? Comment ne pas répéter ce même scénario souffrant à chaque fois? Comment aimer sans se perdre? La première chose, c'est de déplacer son regard. Cesser de chercher quelqu'un qui nous complète. Apprendre à chercher quelqu'un qui correspond réellement à notre besoin dans le fond, en termes de qualité et non juste en apparence. Une relation qui nous convient, ce n'est pas une relation parfaite. C'est une relation où l'on peut rester soi, où l'on n'a pas à s'effacer pour être aimé, où l'on peut parler, douter, exister sans que l'amour soit menacé. C'est une relation où l'on prend le temps, où l'on pose les questions, où l'on regarde l'autre dans sa réalité, pas dans nos projections. Quelles sont ses valeurs? Sont-elles proches des miennes? Comment vit-il ou vit-elle les conflits? Quelle place donne-t-il ou donne-t-elle à ce qui est important pour moi? Est-ce que je me sens autorisée à être moi dans la relation ou est-ce que je dois m'adapter pour être acceptée? Ces questions, on ne les pose pas pour juger, on les pose pour discerner, pour savoir si cette relation nous grandit ou nous réduit, nous apaise ou nous stresse. Et parfois, on découvre qu'on est attiré par des personnes qui ne nous conviennent pas. C'est juste qu'on a laissé notre cœur nous guider et il s'est trompé de chemin. Il est temps de reprendre la bonne direction. Au lieu de chercher désespérément quelqu'un pour combler notre vide, on peut apprivoiser ce vide, lui tenir compagnie, découvrir qu'on peut exister paisiblement même quand personne n'est là. Ce n'est pas renoncer à l'amour, c'est se préparer à l'accueillir sans s'y perdre. Pour avancer sur ce chemin, quelques repères peuvent nous guider. Observez la réalité. La personne est-elle vraiment celle que vous croyez ou seulement l'image que vous en avez? Identifiez vos projections. Est-ce l'autre que vous aimez ou l'idée de l'amour que vous avez construite? Prendre du recul sur les souvenirs et les promesses. Sont-ils un guide ou un poids? Se reconnecter à soi. Qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer? Qu'est-ce qui nourrit votre cœur indépendamment de l'image de l'autre? L'idéalisation n'est pas un défaut, elle fait partie de l'élan amoureux. Elle permet de voir le meilleur chez l'autre et d'ouvrir la relation.
Mais lorsque l'image devient plus forte que la réalité, l'amour peut se transformer en captivité intérieure. On ne cesse d'entrer dans des histoires qui ne nous correspondent pas. On s'attache à des inconnus qu'on a habillés de nos rêves et on se demande des mois ou des années plus tard comment on a pu se perdre à ce point. Se libérer commence par regarder la relation telle qu'elle est et non telle qu'on espère qu'elle devienne. Alors seulement, vous cessez d'être otage de l'amour et redevenez libre de choisir, de ressentir et de rayonner dans vos relations sans compromis sur vous-même. C'est seulement là qu'on apprend à ne plus demander à l'amour de nous sauver. On apprend à ne plus lui donner les clés de notre valeur. On apprend que l'amour véritable ne comble pas un vide, il ne nous répare pas, il nous accompagne comme un plus. Il ne construit pas notre jardin intérieur. Il est la fleur qui pousse dans un jardin qui existait déjà. Alors la place vide peut rester vide parfois. Ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une honte. C'est juste un espace en nous qui attend paisiblement que quelqu'un de réel vienne l'habiter par la qualité de sa présence et non pas par la seule occupation du territoire. Prenez bien soin de vous, parce que vous méritez le meilleur, pas des miettes.